Vous avez les moyens de savoir si, dans 10 ans, vous aurez une maladie grave. Est-ce que vous voulez le savoir ou pas ? On voit bien qu'il y a une multitude de business models possibles dans le secteur de la santé et qu'en fonction du cas d'usage, on pourrait bien trouver aussi une multitude de modèles économiques aux jumeaux numériques. Une des missions importantes de notre institut, de toute façon, c'est d'accroître l'impact des travaux de recherche pour le bien de la société. Mismatch, le podcast qui aime croiser les perspectives pour explorer tous les possibles. Imaginez un monde où chaque individu possède une réplique virtuelle de son corps réagissant en parfaite synchronisation avec lui. Ce jumeau numérique, nourri par nos données médicales, génétiques et comportementales, existe déjà. Et il suscite à la fois espoir, fantasme et crainte. Ce Big Bang dans le domaine de la santé se trouve au carrefour de multiples secteurs et disciplines. Médecine, biologie, mathématiques, informatique, sciences des données, sciences comportementales, droit et éthique, et bien d'autres encore, convergent autour de ce sujet fascinant. Dans Mismatch, nous aimons croiser les perspectives pour explorer de nouvelles frontières. C'est donc avec un immense plaisir que nous accueillons aujourd'hui dans la première partie de cet épisode Marguerite Braque de la Perrière, avocate associée au sein du cabinet Phil Fisher, Philippe Gesnois, responsable au programme Santé numérique à l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, et enfin Serge Choudoplatov, serial entrepreneur, expert du numérique et auteur d'un rapport pour la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique, sur le sujet du jumeau numérique en santé. Dans une seconde partie, nous tenterons de pousser la réalité dans ses retranchements, en compagnie de l'auteur de science-fiction Claire Garand, qui nous apportera le regard audacieux, décalé et spéculatif d'une exploratrice des possibles. Je reste assis là, dans cet endroit minuscule. Il n'y a nulle part où aller. Nulle part. Sauf l'oasis. Un univers entièrement virtuel. Les gens vont dans l'oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils y restent. Alors, en plus d'être agréable, cette bande-son, elle est extraite d'un film de Spielberg qui est sorti en 2018, Ready Player One. Et si on a décidé de rentrer par ce biais, c'est justement parce que ça convoque, le jumeau numérique, un imaginaire. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot, Serge ? Écoutez, d'abord, j'ai adoré ce film, donc allez le voir si vous ne l'avez pas vu. Et dans ce film, effectivement, chaque personne a une représentation de lui-même dans un espace virtuel. Imaginez Second Life, mais dans un modèle 3D où tout le monde a des casques numériques de réalité virtuelle. D'ailleurs, ça a inspiré ce que Zuckerberg voulait faire. Ça n'a pas marché, mais ça, c'était évident que ça ne marcherait pas. Et voilà, donc, jumeaux numériques, on pense ça. Les sociologues, les historiens vous parleront du doppelganger, de ce fameux ce sosie qui est là, qui vous manipule, etc. Donc ça, c'est le risque de ce que ça peut engendrer comme fausses images. Après, il y a une réalité technologique qui est différente. Il y a aussi l'imaginaire de l'avatar, du cyborg. Oui, enfin, l'imaginaire, là, en l'occurrence, c'est l'avatar de soi-même. Donc l'avatar de soi-même, quand il fait peur, c'est le doppelganger. Sinon, l'avatar de soi-même, je dirais, de toute façon, dès qu'on est dans Facebook ou dans un réseau social, on a déjà un double de nous-mêmes qu'on manipule encore pour l'instant, mais peut-être de moins en moins, quoi. On sait que ça crée une méfiance de la part du public. On va essayer de dépassionner justement la question du jumeau numérique. Alors vous, Philippe, justement à INRIA, c'est le travail sur lequel vous êtes, notamment avec des groupes, des cercles de chercheurs qui travaillent sur les domaines de la santé et plus spécifiquement sur la question du jumeau numérique, puisqu'il y a un objectif justement de créer un jumeau numérique à multi-échelle réaliste à horizon 2030, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous seriez capable de nous proposer une définition scientifique de ce jumeau ? Alors déjà, je vous remercie beaucoup de nous offrir cette opportunité à INRIA de parler de nos travaux. Je suis venu avec des notes et avec une proposition, voire deux, que m'ont proposé des collègues. Et volontairement, je commence par donner ces définitions qui semblent un petit peu austères, mais qui, semble-t-il, d'un point de vue des chercheurs, sont plutôt proches de l'exactitude. Alors, un jumeau numérique est une simulation probabiliste, multiphysique, multi-échelle intégrée d'un objet complexe et utilise les meilleurs modèles physiques disponibles, les mises à jour des capteurs, par exemple, pour refléter l'avis de son jumeau correspondant. Vous voyez, donc c'est déjà tout de suite beaucoup moins marrant. Et
Ça peut être, définition plus courte, une représentation virtuelle d'entités et de processus du monde réel, synchronisée à une fréquence et une fidélité déterminées. D'accord. Voilà, donc, alors une fois qu'on a dit ça, en pratique, on voit bien qu'il s'agit d'objets numériques, d'ailleurs. Et alors, sans vouloir faire diverger peut-être le cours de la discussion, ce qui est intéressant, déjà, dans les exemples qui ont été pris, on parle d'un jumeau numérique, on parle d'un doppelganger, alors que un des intérêts du numérique est de pouvoir reproduire à autant de copies ce que l'on veut des objets existants. On l'a bien vu avec l'exemple de la photo, des films aujourd'hui. On peut reproduire sans perte des objets au départ qui sont physiques. Ouais. Voilà, donc quand on parle du jumeau numérique, il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas de pouvoir passer dans un espace où on peut s'affranchir du physique et jouer par exemple tout un ensemble de scénarios, simuler tout un ensemble de possibilités exactement. Enfin, en tout cas, dans le domaine de la santé, c'est ce qui nous intéresse. Et on n'est pas forcément sur un jumeau numérique, il y a une pluralité de jumeaux numériques qui peuvent être concernés, le foie, le cœur, des parties de l'organisme humain. Exactement, c'est-à-dire que non seulement il ne va pas s'agir d'une copie d'un individu, et unique d'ailleurs, non, c'est qu'à plusieurs échelles, ce sont des outils de travail pour représenter une réalité qu'on va pouvoir manipuler. Donc, dans le cadre de travaux de recherche, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais un programme avec tout un ensemble d'autres instituts qui est dans le cadre de France 2030, qui s'appelle le PEPR Santé Numérique. Notre objectif principal est de lever les verrous de tout ce qui concerne la modélisation multi-échelle et multimodale. C'est-à-dire comment pouvoir représenter à des échelles différentes, à la fois spatiales et temporelles, tout un ensemble de processus et d'objets, et que ça reste le plus exact possible. Donc il y a des travaux fondamentaux sur l'aspect, voire même mathématique, comment avoir des représentations qui sont exactes à différentes échelles. Oui, d'après ce que j'ai compris pour le multi-échelle, c'est pour pouvoir anticiper à quelques secondes comment va être la vie d'un tissu, par exemple, oui. Aussi pouvoir anticiper sur peut-être quelques semaines, quelques mois. C'est ça l'objectif, c'est d'arriver à... Voir quelques années. Alors, puisque j'ai des collègues d'ailleurs qui, pendant longtemps, quand ils travaillaient sur des modèles du cœur, disaient qu'ils faisaient de la météo du cœur. Là, peut-être, c'est de faire du climat, de la climatologie du cœur, c'est-à-dire d'identifier des parcours selon les personnes, des profils qui vont pouvoir permettre de les accompagner au mieux, de prévenir peut-être certaines pathologies. On l'a vu avec Philippe, la définition est quand même très complexe. Marguerite, vous avez l'occasion et la chance d'intervenir sur ces sujets-là en tant que spécialiste du droit et en qualité de spécialiste du numérique aussi. Vous intervenez dans des conférences, dans des tables rondes, et vous avez rencontré et vous travaillez avec beaucoup d'acteurs qui sont liés au secteur de la santé, mais ça peut être aussi bien des industriels que des médecins, que des éditeurs, que des acteurs publics, les assurances. On se rend compte que les protagonistes qui sont intéressés par ce sujet ne sont pas forcément d'accord, ou il n'y a pas une définition vraiment convergente du jumeau numérique. Alors, je pense que l'important, c'est surtout de souligner qu'on a beaucoup de cas d'usage. Donc, il peut y avoir des cas d'usage, comme on l'a évoqué, par exemple, attachés à une pathologie spécifique, comme lié aux maladies cardiaques. Ouais. Il peut y avoir ensuite des cas d'usage, on va dire, beaucoup plus larges et génériques, avec une idée de projection qui va permettre d'anticiper, une idée d'accompagner la prévention d'un certain nombre de pathologies. Et c'est vrai que ça occasionne forcément une concertation, une coordination entre tous les industriels, tous les professionnels de santé, établissements de santé, et puis bien sûr le tout au bénéfice du patient. Mais c'est vrai qu'on a une réalité très poliforme en fait autour de cette notion. Et donc, derrière, ça suppose une traduction juridique parfois, du coup, un peu sur mesure, qui doit être prise en compte un peu dès la conception, on va dire. Ben oui, parce qu'on passe d'un imaginaire et d'un fantasme qui est libre à un cadre juridique qui est plus forcément contraint et restreignant. Et là, on est obligé de rentrer dans une forme de précision du concept qu'on n'a pas forcément parce qu'on l'utilise aussi de façon peut-être parfois un peu marketing et sous l'angle de la communication. Et justement, si on revient sur la genèse de ce concept, alors il est né en 2002, donc c'est un concept relativement récent, mais on parle souvent d'une révolution. Est-ce que vous êtes d'accord, Serge, pour dire qu'il s'agit d'une révolution technico-scientifique? Enfin, c'est quelque chose de très puissant, c'est sûr, qui vient du monde industriel, effectivement, comme vous le disiez, avec cette idée qu'aujourd'hui, on ne construit plus une voiture, un avion, une usine, sans d'abord modéliser la maquette. Hein. Mais ça date d'il y a plus longtemps que ça. Hein.
Moi, je me souviens, il y a 35 ans, je discutais avec le directeur informatique de Technips qui me disait que quand ils construisaient une nouvelle usine, ils construisaient le modèle 3D et la construction de l'usine commençait uniquement au tiers de la conception de l'usine, parce qu'ils anticipaient, l'INRIA connaît très bien le problème du déménageur de piano, par exemple. Donc, tout ça, on est obligé de le faire sur une maquette numérique avant, si on veut que les tuyaux rentrent dans l'usine au bon moment. Donc, alors, après, il y a des questions intéressantes dans le monde industriel. C'est est-ce que c'est un jumeau numérique standard? Est-ce que toutes les voitures, tous les avions ont une seule maquette numérique? Est-ce que c'est un jumeau numérique individualisé? Il se trouve que moi, je suis fan des Tesla. J'ai une Tesla. C'est un exemple parfait où chaque Tesla a son propre jumeau numérique. C'est-à-dire qu'on a accès aux données de sa Tesla. Alors qu'il y a d'autres voitures pour lesquelles c'est juste une maquette sur laquelle, alors effectivement, on fait des simulations, on fait des tests. Tiens, si on change tel paramètre de l'usine ou de la voiture, qu'est-ce qui va se passer, etc. Dans l'aviation, c'est le Boeing 777, qui était le premier avion qui avait volé virtuellement avant de voler en réel. Donc, premier exemple d'une maquette numérique. Moi, j'aime pas trop les concepts de révolution. Si vous regardez même l'IA, ce n'est qu'une continuité, finalement, etc. Pour moi, la blockchain est une révolution, parce que c'est un changement de paradigme sur la confiance. Le jumeau numérique, je pense que c'est simplement une vision holistique ou systémique qu'on peut se permettre d'avoir, parce qu'effectivement, il y a des outils mathématiques, parce qu'on agrège, etc. Alors, appliquer, on en reviendra peut-être, mais appliquer au corps humain, c'est un petit peu plus complexe, ne serait-ce que dès qu'on s'attaque au cerveau, où il y a quand même, aujourd'hui, je crois, 10 puissance 15 neurones, et avec chacun ayant 10 puissance 2 synapses, et avec en plus, il semblerait qu'aujourd'hui, la modélisation du cerveau, c'est pas les parties du cerveau, mais c'est l'ensemble des parties du cerveau. Donc, on est à 2 puissances le nombre de neurones quand on veut modéliser ça. Donc, il y a encore des problèmes à résoudre sur ce plan-là. Mais pour moi, c'est cette extraordinaire révolution du numérique qui, je le rappelle, a débuté il y a 3000 ans quand on a inventé l'alphabet. Oui, tout à fait. Et dans le modèle industriel, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des ingénieurs qui sont derrière. Donc, on a des plans, on sait ce qu'ils ont voulu concevoir. Donc, c'est plus facile à modéliser aussi, parce qu'on connaît les intentions des personnes qui sont derrière. Pour la question de la santé, là, on arrive sur des questions qui sont vertigineuses et abyssales. Exactement. Après, effectivement, la question, c'est est-ce qu'on peut planifier un enfant avec CRISPR-Cas9 qui arrive, oui. Moi, je veux un enfant avec des yeux bleus, pof, allez, un petit coupé-collé génétique, et puis voilà, quoi. Alors, là, j'anticipe vraiment dans longtemps. Mais CRISPR-Cas9, là, c'est très intéressant sur le plan des outils technologiques et des problématiques que ça pose, quoi. Mais CRISPR-Cas9, ça fait partie du jumeau numérique, quelque part. On reviendra sur la question de l'enfant généré d'Un Se-Zhu avec Claire Garand, l'auteur de science-fiction. Je pense qu'elle a des choses à nous dire là-dessus. Donc ce n'est peut-être pas une révolution, mais c'est plutôt un continuum. Et Philippe, vous iriez, vous et l'INRIA, dans ce sens-là aussi, en disant qu'il y a un continuum qui est... le concept clé, c'est celui de modélisation. En effet, d'ailleurs, c'est consubstantiel à la création d'INRIA, en fait, qui a été créée en 1967. À l'initiative du général de Gaulle, dans le cadre du plan calcul. Il s'agissait pour la France d'avoir une indépendance stratégique, et en particulier dans le cas du développement de la force de frappe nucléaire, qui nécessitait la mise en place d'outils de simulation, déjà à l'époque. C'est-à-dire, c'était comment simuler l'arme nucléaire dans sa fabrication et dans ses effets, avec une partie, le développement des ordinateurs même pour le calcul, et toutes les méthodes derrière, les programmes informatiques qu'il fallait développer. Donc oui, dès le départ, INRIA est impliqué dans cette façon de modéliser des phénomènes, au départ avec une intention particulière dans le cadre de ce plan calcul, mais avec des applications ensuite du numérique dans l'ensemble de la société. Donc c'est un véritable continuum. Et on m'a donné un autre début pour le jumeau numérique, mais je pense qu'on pourrait trouver plein d'étapes. J'ai un collègue qui m'a parlé de la mission Apollo 13, en fait, qui était un excellent exemple où il a fallu résoudre des problèmes comme ça à distance, et avec les quelques interactions avec les astronautes, ensuite les possibles manœuvres qu'ils devaient faire étaient d'abord testées sur un jumeau numérique de la capsule. Voilà. Ah ouais, ok. Donc voilà, il y avait cette idée de pouvoir tester des effets. Mais pour compléter sur ce qui a été dit tout à l'heure, il est vrai que lorsqu'on construit des objets nous-mêmes, nous avons les plans de base et on a une certaine connaissance des phénomènes physiques, même si arrivé à un certain degré de complexité, les interactions entre plusieurs objets complexes, c'est beaucoup plus difficile à comprendre et à maîtriser. Mais lorsqu'on parle du vivant, on n'en maîtrise pas aujourd'hui toutes les clés.
Certes, à quelques étapes, comme par exemple CRISPR-Cas9, à certains endroits, on peut insérer et contrôler l'expression de certains gènes, mais on ignore encore beaucoup ce qui va faire qu'un ensemble de cellules va devenir une main, par exemple. Et peut-être qu'à un horizon de quelques décennies, quelqu'un qui perdra un membre, on saura, parce qu'on a étudié ce qui se passe chez certains lézards, là, on aura la possibilité, on aura les plans pour pouvoir faire repousser la main, peut-être. Mais aujourd'hui, on ne les a pas. Voilà. Donc, ça nous ouvre des champs d'application pour le futur qui sont justement liés à une promesse. On ne la connaît pas encore bien, cette promesse, si ce n'est qu'il y a quand même, au niveau industriel, des objectifs qui sont clairs. Je vais vous citer un de vos partenaires pour l'INRIA, c'est Dassault Systèmes. Leur ambition, c'est celle-ci, et je pense qu'elle est largement partagée par les acteurs du jumeau numérique. Nous souhaitons, de la santé, je précise, pardon. Nous souhaitons améliorer l'espérance de vie et garder les individus en bonne santé à un coût soutenable pour les systèmes de soins. En Marguerite, il y a une question derrière d'efficacité économique, une question de santé publique. Là encore, on a beaucoup d'acteurs qui sont en jeu. On travaille pour qui ? C'est vrai que c'est intéressant et c'est très, c'est le corollaire de ce qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir la multiplicité des cas d'usage. Évidemment, si on parle par exemple du jumeau numérique qui va permettre de modéliser une étude clinique et d'anticiper donc de gagner du temps, de gagner en efficacité, parce qu'on aura anticipé justement sur certaines déviations, on va dire, de l'étude par rapport au protocole, à son objectif final. Et on voit bien que là, en termes de soutenabilité économique, ça va plutôt être un gain pour l'industriel pharmaceutique et ça se retrouvera derrière probablement dans le prix des molécules sur le marché. Après, il y a une question, c'est finalement derrière, est-ce qu'on est en capacité, d'une part, d'investir a priori, c'est-à-dire puisque là, l'idée, c'est de construire un jumeau numérique. Alors, à quel moment de la vie ? Peut-être qu'il y aura des choix qui seront faits à cet égard, mais enfin, idéalement avant la pathologie, possiblement. Ouais. Voilà. Donc, est-ce qu'on est capable aussi, et ça va un peu dans le sens des nouvelles orientations, on va dire, en santé, on axe beaucoup les efforts sur la prévention depuis peu. Donc, c'est quelque chose qui pourrait s'inscrire largement là-dedans. À date, aujourd'hui, on a encore un peu... on a des modèles économiques très variables dans le secteur de la santé. On a des dispositifs médicaux qui sont pris en charge à titre individuel, parce qu'ils figurent sur une liste des prestations et produits remboursables. Et puis, on a des dispositifs médicaux qui sont pris en charge, par exemple, comme compris dans un acte, qui seront assumés finalement par soit des forfaits innovation au sein d'un établissement de santé, soit finalement qui vont rogner un peu les honoraires du médecin parce qu'il va gagner en efficacité, en pertinence, etc. Donc, on voit bien qu'il y a une multitude de business models possibles dans le secteur de la santé et qu'en fonction du cas d'usage, on pourrait bien trouver aussi une multitude de modèles économiques au jumeau numérique. Alors, c'est vrai qu'on part du postulat que possiblement ce serait que, on va dire, a priori de la maladie, mais on voit bien que même a posteriori, et ça existe depuis plusieurs années, et on peut par exemple évoquer certains IHU qui travaillent sur on va dire, de la chirurgie, entre guillemets, guidée, grâce à justement des modèles 3D du patient qui sont plaqués sur le patient pendant l'intervention, modèles 3D qui ont été élaborés à partir des données du patient, à partir de ces images et qui permettent donc de guider au millimètre près l'acte du chirurgien. Donc là, on voit bien que même a posteriori, on va dire, même après finalement le déclenchement d'une pathologie, c'est pas seulement dans la prévention, ça peut être aussi dans l'acte chirurgical. Et là, il va falloir démontrer finalement que ça va être un gain pour, évidemment, l'individu, ça fait aucun doute, mais aussi pour, on va dire, la société dans son ensemble, dans la mesure où on aura moins de soins de suite, moins de temps de récupération, moins de consultations, puisque, par définition, on aura été au plus près dans les conditions de l'intervention, et donc on aura eu le geste chirurgical le moins lourd. Donc c'est vrai qu'on voit bien qu'il va falloir, on va dire, tenir compte d'une multitude de facteurs et arriver dans le temps à identifier le retour sur investissement médico-économique
un peu comme on a fait finalement avec la téléconsultation, qui aujourd'hui, on voit bien, c'est assez répandu plus largement, mais qui a mis des années à voir le jour. Je crois que les premières expérimentations, ça devait être en 2006, si je ne m'abuse. On l'a eu en traduction dans la loi, en tout cas, on a eu un décret à partir de 2010. On a eu des expérimentations étapes qui se sont largement, qui continuent d'ailleurs pour certaines pathologies. Voilà, donc on voit bien que le business model peut mettre beaucoup de temps à voir le jour. Et là, ce que je trouve assez fascinant, c'est de voir à quel point les industriels s'investissent d'ores et déjà, sans forcément qu'on ait beaucoup de visibilité. Et surtout que c'est quand même très dépendant de la réglementation. Donc, c'est vrai que je trouve que c'est fascinant parce qu'on voit bien que finalement, ce qui prime avant tout, là, c'est de prendre soin du patient, de l'homme. Et au cœur du système, il y a aussi le médecin. Je sais que pour INRIA, c'est crucial de travailler avec des médecins parce que c'est eux qui vous font remonter les cas d'usage, qui vont permettre le développement, bien sûr en collaboration avec un écosystème de start-up que vous soutenez, que vous accompagnez aussi, qui vont vous permettre justement de guider les pratiques de demain. Alors oui, naturellement c'est essentiel. C'est-à-dire que les collègues, en partie les matheux, peuvent très bien avoir leur vie propre, mais une des missions importantes de notre institut, de toute façon, c'est d'accroître l'impact des travaux de recherche pour le bien de la société, donc dans le cadre de la santé des citoyens et des patients. Et ça passe nécessairement par une compréhension réelle des besoins, une compréhension aussi de la façon dont fonctionne l'écosystème. Avoir une connaissance également, pas nécessairement poussée, mais savoir que derrière, il y a des questions de régulation qui sont extrêmement importantes, et bien entendu, les modèles économiques qu'évoquait à l'instant Marguerite. Et à ce titre d'exemple, j'aime bien souvent citer un des projets d'INRIA. Enfin, vous parliez de start-up, une start-up qui a été créée, qui a levé alors récemment, j'ai plus le chiffre exact, mais je me demande si c'est pas 11 millions d'euros qu'ils ont réussi à lever. Je dirais enfin, parce que c'est parfois compliqué pour ces modèles-là. La société s'appelle InHeart. Et ils bénéficient en fait de travaux très très fondamentaux de au moins 2 décennies sur la modélisation du cœur. Et aujourd'hui, il y a un cas d'usage intéressant qui est celui de la correction des arythmies. La correction des arythmies qui peut passer par le fait de nécroser, par ce qu'on appelle par thermoablation, certaines surfaces du cœur. Jusqu'à maintenant, les chirurgiens se basaient beaucoup sur leurs expériences et sur leurs ABAC, des ABAC existantes, pour pouvoir déterminer, mais vous comprenez qu'on n'a pas trop de chance. On a 3 balles et puis c'est tout, pour pouvoir savoir où il faut brûler sur la surface du cœur. Et grâce à un système justement de modélisation avec un jumeau numérique nourri des données du patient, ils ont, semble-t-il, aujourd'hui des métriques très impressionnantes puisque le temps d'intervention est réduit de 60%, donc avec un impact global sur le fonctionnement, on va dire, de l'hôpital, et surtout 25% de succès supplémentaires, c'est-à-dire de moindre réhospitalisation à 1 an. Voilà. Et donc, j'aime bien donner cet exemple parce que c'est un exemple chiffré d'une application concrète du jumeau numérique qui est la suite de plusieurs années de travaux qui, au départ, pouvaient ressembler à des gadgets. Et bien entendu, ça a été rendu possible puisque, dès le départ, il y avait des médecins avec qui on pouvait collaborer et qui sont dans cette équipe de cette start-up. C'est-à-dire l'important, c'est de s'inscrire dans des pratiques existantes. Bien sûr, on peut toujours les changer, mais il faut aussi comprendre comment fonctionne l'écosystème, comment travaillent les gens, comment on va peut-être modifier ou pas leur façon de travailler. Enfin voilà, j'acquiesce donc à ce que tu disais à l'instant. Les chiffres sont tout à fait éloquents et parlants en eux-mêmes. Ça me permet de penser à un changement de paradigme qui serait derrière. Dans le système de soins, on est passé d'une logique, en tout cas, qui prévaut toujours dans un certain nombre de pays, de volume, à une logique de valeur. Et là, on est vraiment dans cette rencontre, justement, d'une certaine recherche d'efficience et du bien-être. Oui. Alors, ce qui est intéressant de se poser la question, pour ne pas faire du techno-push, c'est finalement quels sont les grands challenges auxquels la médecine, la santé face dans le monde. Alors, on en a parlé d'une tout à l'heure, c'est médecine prédictive et médecine préventive versus médecine curative. Là, en France, il y a malheureusement le serment d'Hippocrate, il y a plein de choses qu'il faut que ça résiste encore. Il y a aussi un deuxième truc important, c'est ce qu'on appelle la médecine de précision. Moi, j'ai vécu une époque, j'ai des cheveux gris, où la médecine était basée sur ce qu'on appelle l'ergodicité. L'ergodicité, c'est comme dans un gaz, la moyenne des vitesses de toutes les molécules à un instant T donné
est égale à la moyenne des vitesses d'une molécule. Donc, vous avez ici, monsieur, vous avez 69 balais, vous avez tel profil, j'applique à vous les statistiques, etc. Sauf quand vous allez chez l'acupuncteur ou dans les médecines alternatives. Aujourd'hui, pour arriver à faire la médecine de précision, il faut un jumeau numérique. Il y a un troisième problème auquel la santé fait face, et alors nos voisins du Nord, les Hollandais, ils sont très forts là-dessus, c'est le maintien à domicile. Comme tu le sais, j'ai fait une start-up dans le domaine d'Alzheimer, c'est encore plus prégnant. Et donc aujourd'hui, en Hollande, c'est grosso modo, il ne faut pas aller à l'hôpital, il faut que la santé aille chez la personne, etc. Là, pareil, ça milite pour un jumeau numérique. Et puis, il y a effectivement le sujet dont tu avais parlé, c'est quelque chose qui vient justement d'ailleurs de Suède et de Hollande, et que les Américains sont en train d'implémenter, qui s'appelle le Value-Based Healthcare. Donc, c'est vraiment l'idée que je prends l'efficacité que je divise par le coût. Alors en France, c'est pas terrible parce qu'en France, la santé n'a pas de prix. Oui, elle n'a pas de prix, mais elle a un coût quand même. Et je veux dire, on peut pas faire une santé de qualité si on ne mesure pas les coûts. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le value-based healthcare, on tient compte aussi de ce que dit le patient. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de questions qu'on pose aux patients. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que les Hollandais l'ont montré et les Suédois on a des meilleurs résultats à réduction des taux de décès dans les cancers, etc. Et en plus, ça coûte moins cher. Mais quand on analyse tout ça, enfin, c'est pas l'INRIA qui dira le contraire. Je veux dire, si on n'a pas un ensemble d'outils numériques pour gérer les données, enfin, je veux dire, on peut rien faire. Moi, je suis mathématicien de formation, j'ai appris qu'on ne pouvait pas résoudre un problème si on ne l'avait pas bien posé. Poser le problème, c'est avoir les données. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que finalement, dans le jumeau numérique, il y a des données à la fois comme l'ADN, etc., des données qui bougent avec une fréquence très, très grande, quoi. Je veux dire, notre ADN bouge un petit peu, mais pas tant que ça. Et puis, il y a des données du quotidien qui est, je fais un exercice physique, etc. Et puis, tout ça, il faut le combiner dans les mêmes trucs. Mais voilà les grands challenges aujourd'hui. Donc, si on veut faire du value-based healthcare, si on veut faire de la médecine de précision, si on veut faire du maintien à domicile, on ne pourra pas faire l'impasse sur quelque chose qui, de près ou de loin, ressemblera à un double de nous-mêmes. Et d'ailleurs, le problème, on parlait de modèle économique. J'ouvre une parenthèse, si vous me permettez. Bien sûr. Moi, je suis pas issu du milieu médical. J'ai fait plein de trucs rigolos dans ma vie, y compris la reconnaissance de la parole. Mais le secteur de la santé est le secteur le plus en retard sur le passage au numérique. Et ça m'a fasciné. Même les banquiers font mieux. Il faut le faire quand même. Et pourquoi le secteur de la santé est le plus en retard ? Il y a un certain nombre d'effets. J'en ai deux que j'aime bien citer. Le premier, c'est que c'est un modèle économique tordu. On ne sait pas qui paye quoi. Et puis alors, vraiment, la santé n'a pas de prix, etc. C'est très difficile d'innover quand ce n'est pas le consommateur qui paye lui-même pour le service ou l'objet que ça. Et le deuxième, c'est une question que j'aime poser. Tiens, je vais vous la poser là, vous tous. Vous avez les moyens de savoir si dans 10 ans, vous aurez une maladie grave, genre Alzheimer. Est-ce que vous voulez le savoir ou pas ? Je peux vous dire, j'ai posé la question à plein de gens, des gens de 15 ans à 70 ans, etc. Un tiers seulement des gens veulent savoir. 2 tiers, c'est non, je préfère pas le savoir, etc. Or, la promesse du numérique en santé, c'est tu le sauras. Et donc, c'est là où aussi il y a vraiment des freins vachement intéressants. C'est là où la sociologie rencontre la technologie, etc. Quoi. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est un peu mes points de vue, moi. C'est un secteur difficile. C'est-à-dire qu'on peut nuancer la question. C'est-à-dire que veut-on le savoir ? Mais il faudra rajouter une autre question, où je poserai la question, c'est est-ce une maladie évitable ? Si elle ne l'est pas, c'est vrai que peut-être je préférerais continuer à vivre ma vie dans l'insouciance. En revanche, si je suis en mesure d'influencer par des traitements curatifs, même par mon comportement, je serais peut-être intéressé de le savoir. Et c'est vrai que je fais exprès de dire même par mon comportement parce que dans ces questions de prévention, on en arrive très souvent à dire aux gens mangez moins gras, faites du sport, arrêtez de fumer, ne buvez pas de l'alcool tous les jours. Tout le monde le sait. Mais néanmoins, on a encore beaucoup de progrès à faire, où c'est là où, en tant que travaillant pour un institut, au départ, on nous présente comme des sciences dures, nous avons une grande modestie, on nous attend beaucoup des sciences humaines et sociales, puisqu'il y a beaucoup de choses à comprendre du comportement humain, qu'est-ce qui peut nous permettre de changer, Voilà, ça c'est question. Même si je peux me permettre, il y a eu une expérience qui m'a fasciné, je crois que c'était l'Institut Gustave Roussy, des gamins atteints de cancer,
Et on avait fait un jeu vidéo où il devait bousiller, dégommer des cellules cancéreuses. Ouais. Et ben, c'est eu un impact positif. Oui, oui, bien sûr. Donc ça veut bien dire que même si on dit il n'y a pas de traitement aujourd'hui, le fait déjà de montrer aux gamins, tiens, regarde, tu peux tuer tes cellules cancéreuses, là on est un peu dans, je ne sais pas d'où ça vient, hein, mais c'est quand même d'expérience. Un pan de la question qu'on n'adresse pas ici, qui est sur le plan éthique et social un peu compliqué à appréhender, c'est quand même de se dire, c'est une chose d'avoir le choix sur le fait de savoir ou de ne pas savoir, en fonction notamment, et je te rejoins là-dessus Philippe, malgré tout, en fonction de moyens d'action que tu auras grâce à la société ou par toi-même contre la maladie. Puis c'en est une autre de décider pour les autres. Parce que quand on parle de jumeaux numériques, on parle aussi beaucoup, potentiellement, de données génétiques. Et donc, quelque part, si vous décidez de ne pas savoir, vous pouvez aussi impacter votre descendance, vous pouvez aussi impacter vos aïeux, vous pouvez aussi... Voilà, donc la question, c'est dans quelle mesure, finalement, on est autonome ou pas par rapport à ce choix. Et c'est là qu'on voit que parfois se pose la question de savoir entre un consentement systémique ou un consentement individuel, lequel doit primer. Il y a évidemment des questions qui sont d'ordre théologique, métaphysique, sur le corps. Est-ce que je suis propriétaire de mon corps ou est-ce que le corps appartient à la collectivité? Est-ce que je suis responsable des choix que je fais qui peuvent nuire à ma santé, ou là encore, j'ai une responsabilité sociale et je suis un coût pour la société. Enfin, c'est des questions qu'on peut se poser. Dans la préparation de cette émission, Marguerite, tu as dit quelque chose qui était très intéressant, parce que là, on le replace d'un point de vue juridico-éthique. C'est-à-dire, voilà, finalement, il y aurait presque une responsabilité éthique à ne pas adopter le jumeau numérique dans les traitements, ne serait-ce que pour la question des cohortes de patients. Vous avez des patients réels, ça a un coût, c'est long, c'est fastidieux, et vous pouvez demain peut-être créer des cohortes de patients virtuels qui pourraient nous aider à accélérer les processus de traitement. Et là, donc, du coup, cette solution technologique qui nous a apportée, ne pas l'adopter, c'est déjà un choix éthique. C'est tout à fait vrai. La question se pose même d'ailleurs avec tout le numérique en santé. On a une responsabilité sociétale, éthique, à faire évoluer aussi loin qu'on peut et qu'on sait, y compris qu'on sait l'assumer, les soins pour permettre un bénéfice aux patients. Et c'est vrai que c'est très prégnant sur le sujet du jumeau numérique, parce que dès lors qu'on est en capacité d'éviter finalement, par exemple, une partie, à tout le moins, de l'effet placebo, qui est de la cohorte, ou à laquelle on donne un placebo, là, c'est quand même, on voit que c'est d'une violence très importante. Ah bah non, dommage. Tous les autres s'en sont sortis, mais toi, t'étais dans le mauvais bras. Bon, bah c'est vrai que là, on se dit, on a eu urgence, et on a effectivement, à mon sens, une responsabilité à faire en sorte qu'on limite au maximum ce bras-là, quoi. Alors Marguerite, on va continuer avec toi un instant, parce que on était, peut-être Philippe, après tu pourras ajouter quelque chose. On parlait tout à l'heure du problème de la responsabilité du coût qui était diffuse, on ne savait pas très bien qui assumait le coût. Mais au niveau du patient, c'est-à-dire qu'il ne sait pas forcément ce qui se passe dans son parcours du soin, quand il va à l'hôpital, quand il se fait soigner. Est-ce que tu pourrais nous aider à reconstituer comme le petit poussé, qu'est-ce qu'il va semer derrière lui et qu'est-ce qu'il va laisser comme trace et donc comme données? Alors c'est vrai que c'est un milieu assez particulier. Comme tu l'as relevé, c'est un milieu particulier. Pourquoi? Parce que y a énormément de secteurs où finalement la personne concernée, elle est en tout cas sollicitée pour consentir ou pas à partager un certain nombre de données, et à qui et comment. Alors c'est fait d'une manière qui n'est pas toujours forcément très lisible, et la personne concernée, le consommateur, n'est pas toujours très maître finalement de ces données. Néanmoins, dans le secteur de la santé, c'est un petit peu différent, parce que par définition, et heureusement j'ai envie de dire, quand un patient arrive chez le docteur ou arrive à l'hôpital, il est informé qu'un certain nombre de traitements vont être mis en œuvre, des traitements de données, un caractère personnel de ces données pour les besoins de sa prise en charge, et on ne va pas le faire consentir. Et j'ai envie de dire, heureusement, on ne va pas lui demander à chaque fois, alors attendez, est-ce que je peux te faire une radio là? Est-ce que tu es d'accord pour que je la regarde? Est-ce que machin? C'est pas possible, c'est sans fin cette histoire. Donc il y a un moment où juste on se dit, il veut être pris en charge, et donc on présume, entre guillemets, ce consentement. Donc c'est un mécanisme qu'on appelle information, avec un droit d'opposition dans certains cas, et assez limité finalement. On voit bien que ça peut être différent, c'est déjà différent dans un certain nombre de cas d'usage. Par exemple, il y a un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, c'est la réutilisation des données.
Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, peut-être que tout le monde ne le sait pas parmi les citoyens, mais aujourd'hui, quand une personne va à l'hôpital, ces données sont donc utilisées dans le cadre de sa prise en charge, mais également pour les besoins de recherche. Et là, il est informé, au même titre que dans ce qu'on appelle une politique de confidentialité, qui peut figurer dans les salles d'attente, sur les sites internet des hôpitaux, à différents endroits, que ces données vont être réutilisées pour de la recherche. Et potentiellement aussi, d'ailleurs, pour d'autres choses. Parce que dans la notion de recherche, il y a aussi l'innovation. Il y a le sens recherche et développement, donc également par des industriels. Et puis par ailleurs, peut-être que, comme chacun sait ou pas, on a depuis 1993 ce qu'on appelle le SNIRAM, qui est finalement une base de données de l'assurance maladie, qui a été ensuite modifiée, renommée, étendue, et jusqu'à arriver en 2019 au Health Data Hub, à la plateforme des données de santé. Entre les deux, il y avait le SNDS, donc le Système national des données de santé. Donc, on a une multitude de données qui ont vocation à être utilisées et où on n'est pas allé chercher un consentement du patient, bien que ce soit les données du patient. Et on s'en félicite parce que sinon, on ne ferait rien. Déjà, on a énormément de peine à y accéder, et alors que c'est strictement nécessaire, mais là, on y reviendra plus tard, je crois, mais alors que c'est strictement nécessaire pour pouvoir innover, à la fois une meilleure prise en charge, mais également des meilleurs dispositifs médicaux, des meilleurs médicaments. Donc, on voit bien qu'on a un sujet qui est une façon de traiter les traitements de données à caractère personnel dans ce secteur-là, très différente du secteur du marketing ou de la consommation, et que ce doit être ainsi. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs votre sujet aussi, la question des données, de disposer de données. Et là, il y a une nécessité, c'est ce que vous faites au niveau français, mais aussi au niveau européen, de coopération, de partage d'informations, et peut-être aussi d'interopérabilité, c'est-à-dire la possibilité de passer d'un système épars à un système commun qui permette de faire circuler les informations. Alors oui, naturellement, surtout qu'on en parle encore beaucoup plus ces dernières années, ces derniers mois, quand on parle d'intelligence artificielle et de systèmes d'apprentissage automatique, réseau de neurones, où on peut bénéficier de vastes ensembles de données sur lesquelles on va pouvoir développer des méthodes qui vont pouvoir aider à mieux identifier par exemple des cancers dans des images. C'est là où on a vu ces premiers exemples. Et il fallait au départ disposer de beaucoup d'images déjà annotées par des médecins qui auront passé du temps, bénéficient de leur expérience. Donc oui, on ne peut pas ex nihilo comme ça décider de développer des nouvelles méthodes si on ne peut pas disposer de données. Et surtout de données qu'on a besoin de plus en plus riches et diverses. D'où cette question d'interopérabilité, effectivement. Alors l'interopérabilité, en plus, elle est à plusieurs niveaux. On pourrait faire un podcast juste sur ce sujet. Mais simplement les formats, la manière dont on va, stocker, structurer les données. Il existe d'ailleurs tout un ensemble de standards. Mais parfois, c'est complexe pour les industriels de les implémenter. Mais il y a des gens dont c'est le métier qui développent, d'ailleurs, qui continuent à étendre des standards alors qu'on des mots DICOM, HL7, tout ça, pas nécessairement connus du grand public, mais très très bien connus des professionnels. Et il y a la question aussi de l'interopérabilité sémantique. C'est-à-dire comment, dans deux environnements différents, des objets qui sont identiques, ils vont s'appeler de manière différente. Donc, il faut qu'on arrive à travailler sur ce qu'on appelle des ontologies, qui sont des représentations de la connaissance, qu'on se mette d'accord. Ça prend également beaucoup de temps. Comment est-ce qu'on les traduit d'un pays à l'autre? Donc, il existe des nomenclatures médicales pour définir des maladies, définir des actes. Alors, c'est pareil, elles ont des noms, je ne dirais pas à dormir dehors, mais Loinc, SNOMED, OMOP, par exemple. Elles veulent des acronymes tous d'ailleurs, je ne peux pas toujours les développer. Mais elles sont de plus en plus développées à la base en anglais. Et on a aujourd'hui de la question de comment est-ce qu'on va les traduire en français par rapport à nos cas d'usage, avec des questions qui peuvent être de l'ordre du culturel aussi. Certaines maladies existent dans certaines langues et n'existent pas dans d'autres, par exemple. Enfin, voilà, donc on pourrait vraiment en parler pendant de longues heures, mais c'est en soi d'ailleurs des sujets de recherche, et on a des collègues qui travaillent de plus en plus aussi, puisqu'on parlait des données. Certains disent que 80% des données de santé aujourd'hui sont représentées sous une forme non structurée dans les comptes rendus médicaux.
Et donc, il faut développer des méthodes. On utilise des méthodes de traitement automatique du langage. Alors, il y a eu des progrès avec les larges modèles de langage, bien entendu, mais ils répondent pas à toutes les questions. Ce sont en soi des disciplines aujourd'hui extrêmement vivantes et extrêmement utiles qui apportent beaucoup pour justement développer des nouveaux outils, les jumeaux numériques, voilà. Il y a une discussion et un débat très classique entre l'ouverture de données et la protection des données. Et il y a aussi, derrière ce débat, la question de l'accès à des données qui soient propres, ou est-ce qu'on va acheter des données qui sont plus mélangées et sur lesquelles il va falloir faire le tri. Donc ces deux questions sont rattachées en fait. Voilà, c'est ça. Ça, c'est vraiment un sujet de société majeur, je dirais. On a évidemment tous l'ambition que le secret médical soit préservé, que la vie privée du patient soit préservée. Et c'est ça, derrière, évidemment, tous les textes relatifs à la protection des données qu'on cherche à protéger. Et puis, par ailleurs, on a absolument besoin d'innover, d'avoir des traitements qui soient plus efficaces, plus efficients, à des coûts plus supportables, etc. Donc, on est sur un arbitrage très délicat. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on n'a pas taugé pendant un certain nombre d'années en Europe parce que, justement, on avait l'impression d'avoir abouti sur la protection des données et tout d'un coup, il a fallu aller bousculer l'ordre établi pour innover, surtout puisqu'on a effectivement des technologies qui sont très gourmandes aujourd'hui en données. Et donc, on a eu beaucoup de débats éthiques autour de ça. Et nous, en France, on est, on va dire, assez protectionniste, un petit peu frileux sur ces sujets, peut-être encore. Mais on voit bien que l'Europe a pris le devant. Là, c'est vrai qu'on est arrivé, on a un ensemble de textes réglementaires. On a notamment quelque chose d'assez révolutionnaire. Hein. On a ce qu'on appelle le Data Governance Act, qui est un texte européen qui vise à la réutilisation des données du secteur public, des organismes publics. On a, qui a donné, en fait, son premier cas d'application qui est l'espace européen des données de santé. L'espace européen des données de santé, l'idée, c'est vraiment de pouvoir... il y a un volet sur la prise en charge primaire, c'est-à-dire qu'un citoyen va pouvoir circuler dans toute l'Europe et être soigné de la même manière où qu'il soit parce que tous les médecins, les pharmaciens, etc. pourront accéder à leurs données de la même manière et eux-mêmes d'ailleurs. Donc ça, c'est le premier volet. Et le second volet, et rejoint plus notre sujet, le second volet, c'est de pouvoir réutiliser du coup les données de tout ce qu'on appelle les détenteurs de données, donc tous les producteurs de données, en fait, dans des conditions relativement standardisées, avec du coup une protection, des garanties qui sont mises en œuvre pour pouvoir, malgré tout, faire en sorte qu'on soit dans un espace de confiance, que les données soient traitées pour des finalités qui poursuivent, par exemple, des finalités publiques, on va dire, de santé publique, notamment. Et donc, on va avoir des organismes d'accès aux données qui vont contrôler les finalités pour lesquelles on va accéder, les demandes d'accès, je dis on au sens l'industriel en général, ou d'ailleurs le chercheur public aussi. Donc les conditions d'accès seront standardisées et protectrices des droits et libertés individuels. Et finalement, là, le patient, à nouveau, il n'a pas vocation à être sollicité. L'idée, c'est qu'à nouveau, on lui offre un cadre protecteur, on offre à la société un cadre protecteur de sorte qu'il est en confiance et qu'il sait qu'il n'y a pas de risque, en tout cas dont on a connaissance, que ces données soient violées. Et que donc, il n'a pas besoin de consentir à chaque utilisation. Il y a un consentement systémique de la société, un consentement qui est finalement porté même au niveau européen, par toutes les garanties qui sont mises en œuvre. De sorte qu'on ne se retrouve pas, comme on le disait tout à l'heure en entrée de podcast, avec des situations où on a un patient qui serait sollicité à chaque fois qu'on a un industriel, un chercheur, et puis où finalement, il serait absolument pas en capacité, personne, ni moi d'ailleurs, ni vous probablement, en capacité d'apprécier ces garanties qui sont mises en œuvre. Par exemple, tous les sujets de sécurité justement des données, c'est un sujet qui est très complexe et très évolutif. Donc un patient, il ne serait pas un citoyen, en général, ne peut pas être en mesure d'aller prendre connaissance de toutes les mesures de sécurité qui sont déployées dans le cadre d'un projet donné et de toutes les mesures qui sont mises, on va dire, organisationnelles, pas seulement techniques, en œuvre, et donc d'apprécier finalement le niveau de risque et s'il est supportable ou pas par rapport à d'autres, c'est impossible. Donc, partant de là, on est obligé de faire confiance, entre guillemets, pour le bénéfice de chacun. Pour le bénéfice collectif et pour le bénéfice de chacun, un espèce de consentement qu'on appellera systémique.
Alors, on a une autre technologie qui est associée étroitement aux jumeaux numériques, on l'a très peu nommée. Philippe, tout à l'heure, à peine, je crois, c'est l'intelligence artificielle qui est très gourmande aussi en données. Et j'ai envie de vous poser une question, alors sentez-vous libre d'y répondre ou pas. C'est est-ce que l'intelligence artificielle, dont on parle beaucoup, l'intelligence artificielle générative, dont on parle encore plus en ce moment, rend finalement obsolète l'idée ou le concept d'un jumeau numérique avec son caractère anthropomorphique, je veux dire, avec le côté représentation en 3D de l'humain total. Est-ce qu'on pourra se passer finalement de cette image ? Je regarde Philippe, mais... Oui. Non, nullement. C'est-à-dire que nullement, puisqu'on peut même attendre, d'ailleurs, de l'intelligence artificielle, et en particulier de l'IA générative, de pouvoir nous produire des nouvelles représentations, de nous aider. C'est d'ailleurs tout un champ sur lequel aujourd'hui beaucoup de collègues se penchent. C'est-à-dire quelle est l'influence des outils d'intelligence artificielle et d'IA générative dans le processus même de comment on réfléchit la science, comment on génère de nouvelles hypothèses, comment on génère même de nouvelles équations, par exemple, pour représenter des phénomènes. Donc l'intelligence artificielle est un outil qui va nous aider pour continuer à développer puisqu'on parle de jumeaux numériques, explorer des nouvelles hypothèses, aller peut-être plus vite pour générer des nouvelles équations, par exemple. Non, c'est pas du tout opposable. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, la manière dont nous, humains, fonctionnons, avons besoin de toute façon de représentation, de modèles. Et parfois, on en a besoin en tant qu'interface. Et puis, il y a ensuite tous les modèles cachés. Donc, on est très content de monter dans un avion, de savoir qu'il y a un système de pilotage automatique qui est fiable. Et on n'a pas besoin d'en connaître les détails. Mais on est très heureux, en tout cas, qu'il fonctionne très bien. Donc, alors, pour conclure cet échange, justement, Serge, je vais vous donner la parole. Peut-être que tu pourras enchaîner entre les deux questions. Si on a commencé par l'imaginaire, on va terminer à nouveau par l'imaginaire, notamment sur le temps qui nous est annoncé. C'est-à-dire, on sait que certains chercheurs sur l'IA, sur ces registres de la santé parfaite, visent un point à l'horizon qui est celui de la singularité, celui de la vie éternelle. Est-ce qu'on peut, après avoir vu l'angoisse du jumeau numérique, nous projeter en nous disant est-ce que c'est pas ça finalement la promesse cachée ou secrète qu'il y a derrière le jumeau numérique ? Oh là là. Moi, je veux bien la vie éternelle. Je suis pas sûr que mes enfants le veuillent, mais ça, c'est un autre débat. Il y a un très bon film cubain qui s'appelait Fraises et chocolat, où le type rêvait d'un monde où les gens mourraient plus. Et en fait, ça donnait chiant. On savait plus quoi faire des vieux, quoi. Non. Moi, si tu permets, je voudrais revenir un poil en arrière, parce que le jumeau numérique, moi, j'ai essayé de regarder. Pour moi, il y a 7 composantes du jumeau numérique. L'IA est une des 7 composantes, mais il y a 4 composantes qui sont liées au corps humain. C'est d'abord commencer par l'ADN. Ensuite, tissus et cellules. Ensuite, le modèle 3D, mais ça n'est qu'une des composantes. Et ensuite, le plus dur, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, y compris le côté émotion, etc. D'ailleurs, celle-là, c'est les réseaux sociaux qui la maîtrisent. Le modèle 3D, c'est plutôt Dassault. L'ADN, c'est plutôt les États. Et puis, à côté de ça, tu as effectivement tout ce qui est l'IA, les algorithmes de traitement, et tout ce qui est les données elles-mêmes. Tu vois. Et en fait... aujourd'hui, on ne sait pas encore gérer tout ça, la systémique de tout ça. Pour moi, il y a un problème avant même l'histoire de modèle économique et tout, et même avant même le problème de confidentialité des données, c'est où seront ces données ? Où est-ce qu'elles vont être ? Est-ce qu'il va y avoir des entreprises privées, mais qui ont chacun un petit bout, Google a un bout, Facebook a un bout de nos données, beaucoup plus qu'on imagine, quoi. Est-ce que c'est les États, etc. Et c'est pour ça que pour moi, la blockchain est quelque chose d'indispensable, puisque la blockchain, pour résumer ce que c'est distribuer la confiance. Or, on est aujourd'hui dans un monde de manque de confiance, même dans les États. Donc, et je crois que alors je ne sais plus si c'est la Lettonie ou l'Estonie, un des 3 États baltes, qui a mis son dossier médical personnalisé dans une blockchain. Et donc, pour moi, ça, c'est un des outils les plus fabuleux. On ne pourra pas faire des jumeaux numériques si on ne va pas vers des technos de type blockchain. Alors après, la singularité et tout, Kurzweil, bon, j'aime bien. Non, moi, bien que je sois un petit ingénieur, moi, je suis un humaniste. C'est-à-dire que pour moi, l'outil technologique est là pour amplifier l'énergie humaine, pour la remplacer là où, effectivement, l'énergie humaine est faible. Donc, dans le domaine de la santé, on sait très bien que tout ce qui est les radiographies, par exemple, l'IA fait beaucoup mieux, parce que l'IA est capable de cruncher des centaines de milliers, de millions d'images, ce qu'un médecin ne peut pas faire. En revanche, faire le lien entre ça et la systémique du corps humain, c'est là où on a besoin d'être humain. Moi, je dis toujours, le problème des déserts médicaux, mais il y aurait une solution qui consisterait à former des médecins sur 4 ans, avoir une vision holistique du corps humain, et puis un peu de psychologie, et puis des systèmes d'IA, t'as un petit bobo, paf, ouais, c'est quoi, aide au diagnostic. Moi, c'est plutôt vers ça que
que je crois qu'il faudrait absolument tendre, quoi. La technologie au service de l'être humain, compenser là où la technologie est meilleure. Puis quant au LLM, moi je suis en train de faire un modèle de dialogue pour personnes atteintes d'Alzheimer, un compagnon. Je veux dire, c'est LLM, ouais, mais il faut une couche. Je suis en train de mélanger d'ailleurs un peu de couches symboliques, d'IA symbolique avec les LM pour diriger les LM. Le LLM, ça n'est qu'un perroquet, quoi. Moi, dans les années 80, je travaillais en reconnaissance de la parole. On regardait la probabilité d'un mot, sachant les deux précédents. LLM, c'est une version beaucoup plus sophistiquée que ça, mais ça n'est qu'un perroquet du passé. Faut bien se méfier de l'effet. Moi, j'adore les réseaux de neurones, mais l'effet boîte noire, quoi. Et puis c'est Nick Cave. Je ne sais pas si tu te souviens de l'histoire de Nick Cave. Il y a un de ses fans qui avait utilisé ChatGPT pour faire une chanson de Nick Cave. Putain, il était furieux. Il a dit, mais jamais ChatGPT ne saura ce que c'est que la douleur d'avoir perdu un fils. Alors, sur ce sujet, évidemment, ce que tu relèves est très juste. La question, c'est l'effet boîte noire, c'est la grande crainte, évidemment. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a aussi, désolé, je reprends ma petite casquette d'avocate, c'est pas seulement de citoyenne, on a là aussi un texte très structurant pour l'avenir qui a été pris en Europe, qui est donc ce qu'on appelle l'AI Act, ou la réglementation sur l'intelligence artificielle, et donc qui rejoint largement notre sujet dans la mesure où finalement l'une des exigences principales pour ce qu'on appelle les systèmes d'IA à haut risque, les systèmes d'IA à haut risque, c'est notamment tous ceux, on va dire, pour simplifier, qui concernent le domaine de la santé, c'est évidemment de travailler à partir de données qui soient donc des données fiables, des données de qualité et d'être capable d'en justifier. Donc il y a ce qu'on appelle il y a un article 10 dédié à la gouvernance des données qui est assez fondamental et qui finalement va permettre aussi du coup de préciser la destination d'usage. En fonction de la nature des données sur lesquelles vous avez entraîné votre IA, vous allez pouvoir, évidemment, vous allez avoir un impact majeur sur la façon dont il va être utilisé et ce que peuvent en attendre les utilisateurs. Donc, le niveau de confiance, le niveau de fiabilité, les bornes, etc. Donc, tout ça, c'est un autre article qui est en l'occurrence sur lequel il va falloir renseigner les utilisateurs pour qu'ils utilisent correctement le système d'IA et que derrière, ils puissent exercer ce qu'on appelle le contrôle humain, qui leur permet, en sachant que finalement, il n'y a que 70% de fiabilité sur ce système d'IA et qu'il a été entraîné sur une population qui n'est pas exactement la même que celle dont relève mon patient, alors je garde finalement mon libre arbitre de manière plus ou moins appuyée, on va dire, sur le diagnostic, la décision, l'acte médical en général que je vais prendre. Donc ça, c'est vrai qu'on a fait en sorte en Europe de se doter finalement d'un texte très puissant, avec des grands principes finalement qui répondent juste au bon sens, soyons clairs, mais qui dans son implémentation peut être un peu compliqué. D'ailleurs, la Commission européenne a réservé, on va dire, à des actes d'exécution postérieurs un certain nombre de décisions sur ces textes-là. Et pour rassurer, parce que c'est sans doute un débat que nos auditeurs auront en tête, est-ce que du coup on est en train de se fermer des opportunités de développement? Est-ce que du coup ça crée une distorsion de concurrence par rapport aux États-Unis, à la Chine ou je ne sais quel acteur? Ce point-là est relativement bien réglé. Je préfère le dire par ce texte qui a été adopté dans la mesure où finalement le texte s'appliquera à tous les acteurs qui veulent intervenir dans l'Europe, mais pas seulement à toutes les IA qui vont opérer en Europe et également à tous les résultats qui seraient opérés en Europe. Résultat d'IA. Donc c'est vrai que l'idée c'est que justement on puisse, à moins que finalement ils se ferment complètement, que les outre-Atlantiques ou autres se ferment complètement toute possibilité de développement sur toute l'Europe, il va bien falloir composer avec. Et puis finalement, comme je vous le dis, c'est quand même des règles de bon sens. Serge, Marguerite, Philippe, j'ai une question à vous poser pour terminer. Est-ce qu'on sait suffisamment en parler de ce sujet, du jumeau numérique et de la protection des données? J'aurais aimé dire que le jumeau numérique ne se limite pas au corps humain. C'est-à-dire que déjà aujourd'hui, dans le domaine de la santé, il y a une modélisation même des processus à l'intérieur de l'hôpital, comment ça fonctionne, et l'intention aussi de modéliser les systèmes dans leur ensemble, le système de santé. Comment est-ce qu'on peut mettre en place des outils de pilotage pour savoir justement s'il faut rajouter 20 infirmières à Aurillac, par exemple. C'est des sujets qui sont beaucoup attendus, en tout cas de la part de la communauté, de la communauté médicale, enfin plus de l'organisation des soins. Il y a ces besoins-là et il y a des possibilités, grâce aux outils dont on dispose, de pouvoir développer ces outils de pilotage. Un autre point également, on a parlé de beaucoup de choses qui sont aujourd'hui complètement d'actualité et pour lesquelles il y a des réflexions en cours. La question des données, où vont-elles stocker, c'est
c'est des sujets. Il existe des normes également. Je pense que tu n'as pas voulu nous embêter avec tout ça, Marguerite. Mais c'est des sujets qui sont traités depuis des années. Les histoires de blockchain également, je pense que beaucoup de gens les regardent avec un grand intérêt, même si la blockchain ne stocke pas proprement dit les informations, mais stocke des adresses ou des pointeurs vers d'autres lieux qui, eux, doivent respecter tout un ensemble justement de règles, de sécurité. Voilà. Moi, je suis très intéressé par le jumeau numérique dans le sens où c'est l'application d'un paradigme industriel. C'est-à-dire que finalement, on applique au corps humain, ce qu'on applique à un système, la maintenance, les choses comme ça. Est-ce que c'est vraiment vers ça? Est-ce qu'il n'y a pas justement, est-ce que la médecine est un art ou une technologie? Et est-ce qu'il n'y a pas une réflexion? Moi, je vois des choses intéressantes, justement, dans la médecine de précision, dans les médecines alternatives, c'est que le jumeau numérique peut donner plein de données individuelles. Mais est-ce qu'il faut qu'on enferme toute la médecine dans un paradigme mécaniste? Ça, c'est une vraie question, quoi. Marguerite. Il faut bien comprendre que la réglementation, elle est justement adaptable dans la mesure où on a des grands principes généraux sur lesquels j'ai effectivement pas voulu trop pour l'instant développer, mais l'idée c'est de garder en tête que chacun est responsable de mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées. Ça c'est l'article 32 du RGPD. Donc c'est vraiment, on voit bien que derrière cette notion, derrière la notion de approprié, on a en fonction des technologies employées, en fonction des risques, en fonction des impacts, en fonction etc. Donc on voit bien que tout ça c'est une analyse, on va dire, qui évolue énormément avec le temps en fonction des outils disponibles. Et donc, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que ce qu'on dit aujourd'hui pourra évoluer dans 1, 2, 3, 5 ans. Donc ça, c'était un point sur lequel je pense qu'il fallait qu'effectivement, on revienne pour que la discussion soit plus complète. Et ça rejoint le sujet de savoir ce sur quoi les patients peuvent consentir ou pas consentir. La nature appropriée, justement, de mesures techniques organisationnelles est typiquement un des sujets sur lesquels il serait totalement utopique de penser que chacun d'entre nous, citoyens, pourrait se prononcer. Nous nous étions proposés d'analyser et d'étudier les zones de friction de la société contemporaine et je vous remercie à tous et à toutes d'avoir participé à cette exploration des nouvelles frontières. Alors merci bien sûr à Philippe Gessnoin pour son apport en tant que responsable du programme Santé numérique au sein de INRIA. Merci aussi à Marguerite Braque de la Perrière, avocate associée au sein du cabinet Filch Fisher. Et enfin Serge Choudoplatov, qui a été notre consultant expert sur la question du numérique, créateur par ailleurs de Mincia, qui se trouve à San Francisco sur la question d'un monde virtuel pour les personnes souffrant d'Alzheimer. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci. Et pour cette seconde partie sur le jumeau numérique et la santé, m'a rejoint Claire Garand, auteure de science-fiction, auteure d'un ouvrage qui s'appelle Paideia, donc ça vient du grec ancien, qui est paru en 2023 aux excellentes éditions, et je précise bien excellentes éditions, La Volte. Alors c'est un mot qui nous vient du grec ancien, qui désigne l'éducation de citoyens beaux et bons, guidés par la passion de l'excellence et la perfection en actes, les meilleurs à la morale immaculée, seuls aptes à la liberté. Bonjour. Bonjour Claire. Merci pour cette introduction qui donne le ton. Oui, alors effectivement, le titre parle de la paideia, c'est vraiment un concept très spécifique à l'Antiquité grecque. Et c'est le kalos kagatos aner, donc l'homme bel et bon dont il est question. Mais oui, voilà, et je subvertis un petit peu le concept. Voilà. Bah oui, parce qu'on bascule, on passe du monde grec ancien au futur. On imagine le monde de demain avec un monde interstellaire, des navettes spatiales, des enfants transformés au programme génétique, au code génétique modifié. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures moutardes ou les meilleures confitures, moutarde, n'importe quoi. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a parlé du concept de jumeaux numériques. On est toujours dans les va-et-vient entre des concepts anciens et des concepts modernes. On essaye de réfléchir sur le réel grâce aux mots. Qu'est-ce que tu as entendu, toi, sur le jumeau numérique tout à l'heure ?
J'ai entendu plein de choses absolument passionnantes. D'abord, effectivement, tu parles de quelque chose de relativement ancien. Eh bien, je crois que c'était Serge qui a parlé de doppelganger. Donc, c'est pas non plus une notion très récente. Mais le double, c'est sosie. C'est une pièce de théâtre de Terrence. C'est assez ancien et on peut le retrouver encore bien au-delà. Mais ces concepts anciens, ces thématiques anciennes, le sont parce qu'elles reviennent régulièrement pour nous parler de nous, pour nous parler à notre époque. Et le jumeau numérique, c'est une manière ultra contemporaine de nous parler de nous, de nous parler de ce que nous sommes, de ce que nous voulons être, parce que toutes les technologies sont ce que nous en faisons. La question étant que parfois, nous ne nous posons pas la question de ce que nous voulons en faire, et ce sont elles qui vont faire de nous des choses qu'on n'avait pas forcément prévues ni voulues. Voilà, donc ça c'est un des éléments qui m'ont frappé dans cette table ronde. Il y a une chose que tu m'as dite en préparant l'émission et j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que c'est vraiment une question d'auteur de science-fiction, c'est les questions sont partout. Ah bah oui. Non mais en fait, quand on bascule du côté de l'expertise, tu vois, quand on a des gens qui sont à l'aise avec leur domaine, qui sont précis, finalement, parfois on en vient à oublier qu'il y a des questions qui sont soulevées. Donc c'est peut-être ça aussi l'apport, tu vois, de l'auteur de la science-fiction. Les auteurs de science-fiction, alors je ne veux pas parler pour tous les auteurs, mais très souvent ce qui nous attire dans la science-fiction, c'est l'expérience de pensée, à différents degrés. Mais par exemple, l'un des grands thèmes, c'est pas loin du jumeau numérique, même si c'est à rebours, c'est la rencontre de l'autre, l'altérité avec l'extraterrestre ou avec l'humain modifié ou avec une forme d'intelligence dont on ne sait pas si c'en est une, etc. Ce sont des thématiques qui nous incitent, qui incitent les auteurs de science-fiction en particulier à placer les personnages, les univers, les intrigues dans des systèmes qui n'existent pas aujourd'hui, mais qu'on peut concevoir et qui nous permettent de nous poser des questions de manière peut-être plus aiguë, ou en tout cas peut-être plus clair que dans un univers classique comme le nôtre. Et comme on le sait, et ce que l'un des intervenants précédents a rappelé, et moi j'ai trouvé que c'est un classique, mais une fois que le problème est bien posé, eh bien les questions deviennent beaucoup plus, alors pas forcément faciles à résoudre, mais au moins on les comprend mieux. On comprend mieux quels sont les enjeux. Et les expériences de pensée de la science-fiction, entre autres, permettent non pas d'avoir forcément des solutions, mais en tout cas de poser les questions de manière claire. Quels sont les enjeux? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on peut craindre? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Et qu'est-ce que ça va modifier? Est-ce que ça va nous permettre quelque chose de souhaitable, encore une fois, ou d'effrayant? Donc voilà, c'est pour ça que oui, les questions sont partout. Alors, je te propose de nous livrer à une expérience de pensée. On va essayer en tout cas. Tu parlais de la question de l'altérité. Alors, c'est une question, c'est vrai, assez classique, que ce soit en philosophie, en littérature, au cinéma, surtout quand l'altérité, c'est un extraterrestre qui est très différent au niveau de la représentation visuelle de nous. Si on parle du jumeau numérique, là où l'inquiétude supplémentaire vient se glisser, c'est quelqu'un qui est identique. Et si on imagine un scénario où on aurait un jumeau numérique intégral, est-ce qu'on peut se dire que je suis en moi et où je suis en lui, et vice-versa? Alors, dans cette oui, on peut dire que c'est une sorte d'expérience de pensée. En fait, il y en a plein. C'est une expérience de pensée à double, triple, quadruple fond. Alors, déjà, imaginez un jumeau numérique qui soit semblable à soi. Tout à l'heure, l'un des intervenants a parlé de l'Uncanny Valley. Ce qui est semblable à nous, plus c'est semblable à nous, plus c'est effrayant parce que ça n'est pas nous. Tu peux nous rappeler ce que c'est parce que ça a été dit hors antenne. Ah, ça a été dit hors antenne, pardon. Donc l'Uncanny Valley, c'est... je suis désolée, j'ai un accent anglais assez médiocre. Ça veut dire la vallée étrange, si je puis dire. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand on se trouve, je vais donner l'exemple classique, quand on se trouve face à un robot humanoïde, quand un humain, se trouve face à un robot humanoïde, plus le robot est semblable à lui, plus l'humain va se sentir mal à l'aise. Il va éprouver le sentiment d'une inquiétante étrangeté, pour reprendre la formule classique, alors que quand il se trouve face à un robot qui a une tête de robot, c'est-à-dire, je sais pas moi, 6PO ou un truc comme ça,
ça ne va pas l'inquiéter parce qu'il a la tête de ce qu'il est, c'est-à-dire la tête d'un robot. Alors que donc, ce qui est trop proche de nous va nous inquiéter parce qu'on sait que ce n'est pas nous, mais on ne le voit pas. On n'arrive pas à le percevoir. Donc, si on se trouve face à un jumeau numérique qui est parfaitement nous, déjà, il y aura ce sentiment d'inquiétante étrangeté. En tout cas, c'est classique. Du moins, on peut l'imaginer. D'autre part, sur cette question de jumeau numérique, est-il moi, n'est-il pas moi, quand nous avons préparé cette émission, nous avons discuté, parce que moi ça m'a tout de suite fait penser à la nouvelle de Greg Egan qui s'appelle « En apprenant à être moi », où c'est exactement ça. C'est-à-dire que, donc pour les personnes qui n'ont pas lu ce texte, donc ça se trouve dans le recueil de nouvelles axiomatiques. Greg Egan est un très grand écrivain de science-fiction, écrivain tout court d'ailleurs, très grand écrivain tout court. Bref, de quoi ça parle ? Ça parle d'un enfant au départ qui, à l'âge de 6 ans, apprend qu'il a dans la tête, comme toutes les personnes, ou quasiment toutes les personnes de sa société, un système qui permet, qui est appelé le cristal, et qui permet de dupliquer son cerveau en temps réel. C'est-à-dire quoi ? De créer un jumeau numérique en temps réel. Et que, quand je dis en temps réel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a non seulement le jumeau numérique, mais il y a aussi un instructeur. Et l'instructeur, qu'est-ce que c'est que cette bête-là ? C'est une petite chose qui va récupérer en gros toutes les impulsions électriques du cerveau, du vrai cerveau, enfin du cerveau de l'enfant, et qui va vérifier que les impulsions électriques du cerveau du jumeau numérique sont bien en phase. Et à chaque fois, vérifier, réguler, modifier, moduler, pour que le cerveau du cristal, j'appelle ça comme ça parce que c'est par facilité, mais le cerveau du cristal soit parfaitement identique à celui de l'enfant. Et tout ce processus se continue jusqu'à l'âge adulte. Et dans ce monde, on choisit ou pas, de basculer. C'est-à-dire que quand on considère que le cerveau va commencer à vieillir, à ne plus répondre aux sollicitations aussi bien qu'on l'aurait souhaité, eh bien, on décide d'arracher son propre cerveau, de l'enlever et de le remplacer par le cristal. Donc, une version son jumeau numérique qui va continuer à vivre sa vie tout seul. Et le cerveau est remplacé par une espèce de matière spongieuse. Enfin, bref, je passe des détails. Voilà, donc là, on est vraiment face à un vrai jumeau numérique. Et dans la nouvelle, c'est présenté comme étant la même personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mort. Enfin, du moins, la société le prétend comme tel. Ouais. Le personnage, en fait, toute la nouvelle tourne autour d'une interrogation. Est-ce que je vais me faire enlever le cerveau ou pas ? Et évidemment, il y a un magnifique retournement, mais je laisse le plaisir au lecteur. Non, parce que Greg Egan est vraiment très doué. Voilà, donc oui, on aurait compris que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et la nouvelle est géniale. Je l'ai vue et elle est géniale. Mais c'est vrai que ça pose la question de l'intelligence artificielle. Plutôt que d'avoir un instructeur, tu peux dire qu'il y a une intelligence artificielle par effet d'entraînement qui reproduit, qui fait de mieux en mieux, qui colle. C'est ce qu'on dit avec l'intelligence générative aussi, c'est que quand tu poses tes questions, en fait, il répond vraiment en effet miroir à celui qui pose des questions. Donc, il adapte les styles de celui qui est l'interrogateur, qui est en demande. Donc, on est un peu dans un mécanisme qui est analogue, alors que c'est bien antérieur. Ah oui, et de toute façon, cette question de jumeaux numériques et on va dire, pour faire plus simple, de copie, parce qu'en l'occurrence, c'est quand même une copie, même si c'est une copie, et c'est là qu'est tout l'intérêt, une copie évolutive, parce que c'est ça la différence entre une copie simple ou une simulation simple, c'est une copie évolutive. Ce thème-là est quand même assez ancien dans la science-fiction, parce que c'est justement le rêve de l'immortalité, le rêve du transhumanisme. Est-ce qu'on peut, et comment est-ce qu'on peut perpétuer, alors est-ce que c'est l'âme, est-ce que c'est... En tout cas, perpétuer l'essence d'un être humain au-delà de ses capacités physiques actuelles. Aujourd'hui, on sait qu'on peut vivre à peu près 120 ans, enfin, au maximum quand... Tout va bien. Voilà, quand on s'appelle Jeanne Calment. Mais c'est pas plus. Alors que
justement, c'est un très vieux rêve de l'humanité, hein, l'immortalité. Après, on ne s'est pas trop posé la question de savoir si c'était intéressant d'être immortel ou pas, mais ça, c'est une autre question. On l'a posé un peu dans la première partie. Oui, non, je veux dire... Ouais, bien sûr, mais c'est... En général, le fantasme est tel qu'on oublie de se poser cette question-là. Exactement, c'est un réel fantasme, alors que bon, on ne sait pas trop si c'est... si on en a envie, en fait. Enfin, je ne sais pas. En tout cas... Pardon, il y a aussi cette question vraiment presque d'une vision très mécaniste de l'humain, ou en tout cas, ces divisions corps-esprit, corps-âme. Si on arrive à connaître parfaitement le fonctionnement biologique de l'humain, on va pouvoir transférer, et là c'est le cristal, hein, c'est ce qui va permettre de survivre, alors que nous, le cerveau, qui est réduit à ses fonctions vraiment purement mécaniques, lui est débranché d'une certaine façon. Et on peut se poser la question, et c'est la question de la nouvelle, mais en préparant, tu me l'as posé aussi, c'est si je meurs, est-ce que mon jumeau numérique, s'il est parfaitement fidèle, et il a évolué dans le même sens que moi, est-ce que c'est lui qui prolonge ma personne? Tu n'as pas la réponse, c'est normal. Alors, en fait, cette réponse peut dépendre de la manière dont l'individu se perçoit lui-même, s'il a une vision dualiste, s'il a une vision spiritualiste, s'il croit que l'âme pèse 21 grammes, s'il croit en la métempsychose. Enfin, je veux dire, nous vivons dans une société basée sur une croyance plutôt dualiste, culturellement, héritée à la fois du platonisme et de notre héritage judéo-chrétien. Puisque dans la religion chrétienne en particulier, la résurrection se fait dans un corps de gloire. C'est toujours une surprise. Mais, donc, nous sommes habitués à considérer qu'il y a deux éléments différents. Même si on constate que finalement, la conscience est un phénomène électrique. Bon, j'ai fait un raccourci, je suis d'accord. Mais disons que le fonctionnement du cerveau, ce sont des impulsions électriques. Donc voilà, c'est la réponse à la question qui consiste à savoir si ce double de cristal dans la nouvelle ou un double numérique, quel qu'il soit, un jumeau numérique soit ou pas, dépend aussi fortement, me semble-t-il, de la croyance de l'individu. Oui, bien sûr, bien sûr. Et là, on est dans des projections aussi métaphysiques, mais en fait, si on regarde très concrètement les choses, ce qu'on a dit en première partie sur le jumeau numérique et en santé, c'est qu'il est déjà là. Donc, l'auteur de science-fiction, elle travaille bien sûr en essayant d'imaginer des mondes possibles, mais c'est en se servant de la réalité, de l'hyper-réalité, en la poussant dans ses retranchements. Donc, si on regarde aujourd'hui la situation, qu'est-ce qui a changé ? Avec le jumeau numérique, je veux dire. Oui. Moi, ce qui m'a frappé quand j'ai entendu les interventions, c'est la ressemblance avec, par exemple, là, un jumeau numérique dans le domaine médical, avec un film qui n'a pas eu forcément beaucoup de succès, qui s'appelait Chrysalis, je crois que c'était Julien Leclerc, je pense que c'est ça, Julien Leclerc, avec Albert Dupontel, Marthe Keller et je crois que c'était Mélanie Thierry, dans lequel le docteur, donc c'est un médecin qui est joué par Marthe Keller, parvient à opérer une petite fille, dans mon souvenir, j'ai vu le film il y a déjà un certain temps, qui se trouve à des milliers de kilomètres de là, grâce à un jumeau numérique médical. C'est-à-dire qu'en fait, on la voit opérer, alors évidemment, c'est avec de la musique, machin, tout ça, on la voit opérer un corps qui est un double numérique de la petite fille. Et tout ce qu'elle fait est fait. Alors elle le fait sur une table d'opération sur laquelle on voit une espèce de corps, je dirais... en couleur, oui, voilà. Mais c'est pas un corps en couleur, couleur de la peau. C'est des couleurs bleutées, voilà. Et la petite fille est opérée exactement avec les ustensiles tels que le fait l'actrice, le docteur, à des milliers de kilomètres de là. Donc, moi, ça m'a fait tout de suite penser à ça. Oui, c'est déjà une réalité, effectivement. Voilà. Avec un petit de précision. C'est un film de science-fiction, Chrysalis, parce qu'ils ont inventé une technologie pour modifier justement les souvenirs et la personnalité des gens. Je résume, pour plaquer une autre personnalité sur... en gros, on efface vos souvenirs et on vous en réimplante d'autres et vous êtes une autre personne. Bref, donc là, voilà à quoi ça m'a fait penser. Et c'est sûr que c'est
pour le grand public, je pense, c'est la meilleure manière de présenter le jumeau numérique. On se dit, voilà, ça va servir à quelque chose parce que cette chirurgienne-là, c'est la meilleure dans son domaine. Et donc, mais elle ne pouvait pas se déplacer, donc c'est super qu'elle puisse le faire. Donc oui, le jumeau numérique, en médecine, on se dit, mais quelle belle innovation. Avec Marguerite, en préparant l'émission aussi, elle nous racontait qu'en fait, je crois que c'est à Strasbourg, je dis peut-être une bêtise, ils travaillent sur ça pour les opérations avec des sortes de coques ou de modèles qu'on va venir plaquer sur la peau, qui vont permettre, où il y aura un orifice qui sera ouvert, qui sera exactement l'endroit de l'incision. Ce qui permet d'éviter un nombre d'erreurs chirurgicales considérables, parce qu'on aura le geste de la très haute précision, conduite par une main humaine, mais grâce à l'assistance de l'intelligence artificielle, du jumeau numérique. Donc on est vraiment dans la même chose. C'est magnifique. La question du jumeau numérique médical, on a parlé tout à l'heure, enfin les intervenants ont parlé des droits de ce jumeau numérique, les données en particulier. En science-fiction, on va peut-être plus s'intéresser, plus qu'aux données en tant que telles, à ce que c'est que ce jumeau numérique et aux droits du jumeau numérique lui-même quand il s'agit d'une personne. Ouais. Là, on évoquait le double d'un individu. Est-ce que cet individu a les droits d'un individu? Est-ce qu'il peut avoir les droits d'un individu? Est-ce qu'il peut, par exemple, refuser d'être synchronisé? Non, mais j'adore cette question. Bon, mais donc voilà, quels sont ses droits et quelles sont ses responsabilités? Parce que imaginons qu'il y ait, alors je sais pas, c'est vraiment de l'imaginaire, hein, mais que ce soit une personne, mettons qu'il y a un double numérique d'un très grand chirurgien, le double numérique fait une action qui... Allez, on est dans la fiction, c'est ça qui est pratique, on peut tuer tout le monde sans que ça gêne personne. Le double numérique tue le patient. Qui est responsable? Non, mais c'est pas très original comme idée. Ce que je veux dire, c'est que la science-fiction peut nous permettre de nous placer dans des situations, donc ça peut être une expérience de pensée, mais dans des situations où justement on peut réfléchir sans avoir besoin de tuer personne, ce qui est quand même bien pratique, alors que dans la réalité, on est obligé de faire des tests, on est obligé de faire des expériences, etc. Donc voilà l'intérêt pour moi aussi de la fiction, quand on est face à des technologies qui peuvent être inquiétantes. On parlait tout à l'heure des cohortes de patients virtuels face aux cohortes de patients réels. Finalement, la fiction, c'est on fabrique des cohortes de patients virtuels. Mais c'est ça, c'est exactement ça. On mène nos expériences dessus, on voit ce qui se passe. Mais oui, quand on écrit de la science-fiction, c'est ce qu'on fait en fait d'une certaine manière. On modélise la réalité d'une autre manière, en modifiant les paramètres, en les poussant dans leur retranchement et en se demandant quelles sont les conséquences sur les gens, la technologie, la société, les lois, la politique, tout. Alors, autre question compliquée, on s'est posé la question, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça nous enlève? D'avoir un jumeau numérique? Ouais. Ah, c'est intéressant. Ça me fait penser à... Alors, c'est peut-être un biais un petit peu détourné, mais ça me fait penser à une bande dessinée qui a été scénarisée par Fabien Vellman et dessinée par Gwen de Bolval, qui est excellente, qui s'appelle Les derniers jours d'un immortel. Et dans cette bande dessinée... il est possible, non pas d'avoir des jumeaux numériques, mais des jumeaux tout court. Enfin, je m'exprime très mal. Je veux dire qu'on peut se démultiplier. Sauf que, et c'est là qu'intervient la réponse à ta question, c'est que donc, tous ces doubles, on va dire, toutes ces copies se promènent un peu partout et peuvent revenir ensuite pour échanger les informations. Sauf que, au-delà d'un certain nombre de copies, quand l'échange d'informations se fait, on pourrait appeler ça une synchronisation, d'ailleurs c'est le cas, eh bien, il n'y a plus de place. Au bout d'un moment, on est obligé d'en supprimer. Intéressant. De supprimer des informations. Non, mais elle est super, cette BD. Et donc, voilà. Oui, ça va certainement nous apporter des choses. Nous en enlever peut-être aussi, parce qu'on ne pourra pas tout retenir, tout éprouver. Ça peut être aussi une forme de déréalisation, tout simplement. Hein. Si c'est notre double numérique qui va à l'assaut du monde,
ou qui vit juste sa vie, mais que nous ne le faisons pas. Il y a eu un film qui s'appelait Substitute, je crois, où c'était un peu différent. C'était des androïdes qui prenaient la place des gens, qui, eux, restaient dans une espèce de semi-léthargie pendant que leur androïde, l'androïde qui leur correspondait, qui est une forme de jumeau, mais pas numérique, vivait sa vie. Est-ce que c'était avec Bruce Willis ? Oui. Ah, j'ai beaucoup pensé à ce film en préparant l'émission. Voilà. Ouais. Et c'était Substitute en anglais. Je me souvenais plus du titre. Ça s'appelait en français. Mais Clone, probablement. Je crois que ça va être ça devait être Clone. Et donc là, ça enlève. Alors, ça donne quelque chose parce que tout le monde avait une superbe apparence. En plus, il y avait des esthéticiennes pour Android. C'était très drôle. Mais c'était pas la vraie vie, parce qu'ils passaient leur vie en fait endormis. Mais bon, il y avait une chose fascinante dans ce film aussi, c'est que c'est un couple, Bruce Willis et sa femme, ils avaient des rapports sexuels par les androïdes. Oui. Parce que du coup, ils avaient le plaisir, mais il n'y avait pas tout la fatigue physique, la sudation, les odeurs. On disait, il y a un rapport hygiéniste au corps qui est assez intriguant. Oui, surtout que, franchement, dans les relations physiques, les odeurs, c'est intéressant aussi. Je trouve aussi. Enfin bon. Chacun son système. En tout cas, voilà ce que ça nous enlève aussi. Mais oui, par exemple, en tout cas. Mais c'est intéressant parce que ça peut enlever justement cette forme d'animalité qui fait partie de l'être humain. On est des animaux. Il y en a qui ne s'appelaient pas, mais bon, autant en profiter des aspects positifs de la chose. Et c'est vrai qu'un double numérique, peut-être... Alors après, ça va dépendre de la manière dont il est constitué, dont il est créé. Peut-être que ces choses-là sont envisageables. Ça, je ne sais pas. Mais oui, le fait que nous soyons des animaux, c'est pas très compatible avec l'aspect numérique total. Oui, tout à fait. Puis, je suis en train, en t'écoutant, je me dis, il y a autre chose, c'est vrai que pendant des millénaires, l'homme et la femme ne se voyaient pas ou se voyaient peu. Et on est dans les sociétés où on se voit de plus en plus projeté en face de nous, bien sûr par les jeux de miroir, par la représentation, au départ les peintures, mais maintenant la photographie. Et on est dans un rapport où on se dédouble de plus en plus avec une projection de nous extérieure qui introduit un rapport au monde et à la projection dans l'existence qui est totalement différent. Oui. Alors, effectivement, parfois, au point que certaines personnes pourraient s'inquiéter de savoir si elles vivent dans une simulation ou dans la vraie vie. C'est une vraie question de science-fiction, c'est vrai. Oh là, celle-là, oui, je crois que... Moi, je l'aime beaucoup, cette question. Parce qu'en fait, quand on creuse, elle est indécidable. C'est ce qui a fait tout l'intérêt. Et encore une fois, je le redis, ce qui est passionnant dans l'exploration, soit de l'écriture, soit de la lecture de textes de science-fiction, c'est vraiment pas les réponses qu'on apporte, c'est les questions que ça nous pose. Ça nous oblige à nous poser des questions sur ce qu'on croit évident, et ça fait toujours du bien, ça, de se poser des questions sur l'évidence. Je trouve, Claire Garand, qu'on pourrait s'arrêter sur cet élément de réponse qui est une ouverture vers des questions et des nouvelles questions qu'il faut absolument se poser face à cette réalité qu'il faut transformer en hyper-réalité. Oui, l'hyper-réalité, oui. C'est-à-dire pousser la réalité dans ses retranchements, tout en la respectant, parce que c'est comme ça qu'on la comprend finalement le mieux, en se posant des questions sur elle. Merci beaucoup, Claire. Merci beaucoup à toi de m'avoir invitée, j'étais très contente. Merci beaucoup. On était ravis aussi. Je vous remercie d'avoir écouté attentivement cet épisode de Mismatch. Je vous invite à nous retrouver bientôt pour un second numéro qui sera consacré à la question de l'intelligence artificielle dans son rapport à l'organisation, au management et au pouvoir. C'était Mismatch, un podcast de l'ESCE, l'École supérieure du commerce extérieur, et de l'IFG Executive Education.